Les mesures de sécurité, on l'a appris évidemment, ont été renforcées ce soir dans les aéroports et les gares ferroviaires de Moscou. On va maintenant rejoindre Bonne soirée. Wassim Nasr. Bonsoir, vous êtes spécialiste des mouvements djihadistes pour France 24. Un mot des revendications de l'État islamique. Ils ont donc publié sur Telegram, sur la plateforme Telegram, un message dans lequel ils revendiquent cette attaque. On va peut-être le relire. Les combattants de l'État islamique ont attaqué un grand rassemblement de chrétiens dans la ville de Krasnogorsk, dans la banlieue de Moscou. Ils ont tué et blessé des centaines de personnes, causant d'importants dégâts sur place, avant de revenir à leur base en toute sécurité. Voilà ce que l'on sait pour l'instant, Wassim, de ces assaillants. Oui, absolument. Donc la revendication est tombée il y a quelques minutes maintenant, une heure à peu près, un peu moins d'une heure. Elle est assez précise et elle précise en tout cas que les assaillants sont retournés à leur base sains et saufs. Et c'est un détail assez important à retenir. Donc maintenant, c'est une première revendication. Évidemment, il y a une autre qui va tomber avec plus de détails dans les heures à venir. C'est comme ça que ça fonctionne dans la machine, on va dire, de revendication de l'État islamique. Mais il faut quand même savoir que ce n'est pas la première attaque revendiquée en Russie. Il y en a eu deux en 2016, trois en 2017, deux en 2018, une en 2019. Et les forces de sécurité russes ont annoncé avoir déjoué un attentat qui se préparait contre une synagogue à Moscou il y a de mémoire un peu plus de 2 semaines. Donc ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel que l'État islamique s'attaque à la Russie. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'ils y arrivent de cette manière-là en faisant ce grand nombre de morts en fait. Pourquoi maintenant est-ce qu'il y a un calendrier précis? On rappelle que cette fusillade intervient moins d'une semaine, notamment après la réélection de Vladimir Poutine. Non, je pense pas que c'est plutôt. Je pense pas qu'il faut calquer ça sur les. On a souvent tendance à calquer ça sur les échéances électorales, etc. Il faut prendre ça comme une brèche en fait. Ils ont eu l'opportunité de le faire, donc ils l'ont fait. C'est pas forcément calqué sur les agendas électoraux des uns ou des autres ou les agendas politiques internes en tout cas. Ça veut dire ils ont cette volonté de s'attaquer à la Russie parce que il y a un contentieux vieux de plusieurs années entre l'État islamique et la Russie, que ce soit en Syrie, que ce soit au Caucase, que ce soit en Tchétchénie. Voilà, le contentieux est lourd, il est historique, et dès qu'il y a une opportunité, ben, il la saisit. Et là, l'opportunité, c'était maintenant. Ça veut dire que c'est pas forcément lié, on va dire, au fait que Vladimir Poutine a été élu. Ça serait plutôt lié ça veut dire, dès qu'il y a un trouble géopolitique, une tension, comme en Ukraine, comme à Gaza ou ailleurs, les services de sécurité sont occupés d'un pays ou d'un autre, occupés par la chose, et eux, ils profitent des brèches pour commettre leurs attaques, mais suivant leur propre agenda. C'est pas calqué sur d'autres choses qui les concernent pas, en fait. Manifestement, les États-Unis avaient connaissance qu'une possible attaque était à l'étude. Est-ce qu'il y a une coopération entre les États-Unis et la Russie? Est-ce que les États-Unis avaient transmis l'information à la Russie? Oui, les États-Unis ont transmis l'information à la Russie, sauf que, bon, une information transmise ne veut pas dire que l'attentat pourrait être déjoué. Parce que les Américains, par exemple, ont aussi transmis l'information aux Iraniens, malgré le grand contentieux qu'ils ont avec les Iraniens, avant les derniers attentats qui ont eu lieu en Iran, et malgré cela, les attentats ont eu lieu. Donc les Américains ont des capacités d'interception, et donc techniques, on va dire, et qui leur permettent de dire, voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Après, ils préviennent les autorités du pays concerné, mais ce n'est pas pour autant que le pays concerné va réussir à empêcher l'attaque ou l'attentat d'être commis. Hein. L'Iran est un dernier exemple avant celui de la Russie aujourd'hui. Il faut imaginer aussi qu'à ce niveau-là, en tout cas, l'antiterrorisme en ce qui concerne l'État islamique, etc., en général, tous les pays coopèrent ensemble. Hein. Parce que même quand la guerre a été menée à l'État islamique au Levant, tout le monde y a participé. Donc les Américains, les Russes, les Iraniens, voilà. Donc à ce niveau-là, même quand il y a des animosités, une guerre en cours comme celle qu'il y a en Ukraine, ou un grand contentieux au Moyen-Orient avec l'Iran, les Américains préviennent quand même. Euh, Cet événement nous fait prendre conscience que l'organisation de l'État islamique est toujours bien présente, qu'elle a toujours un fort pouvoir de nuisance et surtout une force de frappe. Est-ce que l'Europe doit se mettre davantage aux aguets, aux abois, en perspective suite à cette attaque? Bon, en tout cas, l'Europe est en alerte. Hein. C'est-à-dire, je vous rappelle que pendant le mois de février là dernier, il y a eu l'arrestation d'un Russe en Pologne, donc qui est un sympathisant de l'État islamique. C'est-à-dire, c'est pas, en tout cas, c'est toujours d'actualité.
Je vous rappelle que l'attaque qu'il y a eu au Tour Eiffel, l'attaque d'Arras, ici en France, elles n'ont pas été revendiquées parce que les personnes ont été arrêtées, donc les terroristes, sauf que les terroristes eux-mêmes agissaient au nom de l'État islamique et ils l'ont dit, et ça a été dans leur PV en fait. L'attaque de Bruxelles il y a quelques mois aussi était revendiquée au nom de l'État islamique. Il y a eu une attaque aussi à Vienne il y a quelques années maintenant, au nom de l'État islamique. Donc évidemment qu'il y a un potentiel de pousser les gens à agir en leur nom, sachant que c'est toujours des gens du pays, des Français, des Belges. Là, en Russie, c'est fort probablement des Russes ou des personnes des anciennes républiques soviétiques. Ils ne vont pas aller chercher loin. Il ne faut pas imaginer que c'est des Syriens et des Irakiens. En général, c'est les gens du pays qui vouent allégeance à l'État islamique et agissent en son nom. Et quelle peut être la réaction de Vladimir Poutine? On sait qu'il n'est pas du genre à se laisser faire. Ah oui, après ça, je ne sais pas, je n'ai pas réponse à ça. Est-ce qu'il va capitaliser là-dessus pour faire autre chose peut-être? Est-ce qu'il va relancer une autre campagne en Tchétchénie ou ailleurs? Je ne sais pas, mais en tout cas, si la question est par rapport aux réactions précédentes de Vladimir Poutine à des attentats en Russie, avant, il pouvait réagir de la sorte avec les guerres de Tchétchénie, etc., parce qu'il y avait des maquis djihadistes, des vrais maquis djihadistes sur le territoire russe, en Tchétchénie, au Daghestan, en Ingouchie. Aujourd'hui, les maquis djihadistes ont été écrasés par l'armée russe. Donc sur qui il va aller taper en faisant une opération militaire, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y aura des opérations sécuritaires en ville, dans les villes principales, pour chercher d'éventuels terroristes? Oui. Mais imaginez une grande campagne militaire en Tchétchénie, par exemple, ou dans le Caucase, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Et mener une chasse aux terroristes en Russie, c'est possible? On imagine qu'il y a un réseau très organisé là-bas aussi? Bah oui, évidemment, c'est possible. Après, évidemment qu'il y aura des arrestations, mais ce n'est pas pour autant que le problème sera résolu. Là, par exemple, si on se rapporte au communiqué de l'État islamique, donc il n'y a pas de raison de penser que c'est faux ce qu'ils disent. Ils disent que les assaillants ont fui. Donc première étape, c'est pour les Russes, la Russie, ça serait de retrouver les gens qui ont commis cette attaque et après remonter le fil, voir si le réseau est plus grand. Et rappelez-vous, je vous ai dit il y a quelques minutes, il y a un autre groupe qui a été démantelé avant l'attaque contre une synagogue à Moscou il y a 2 semaines, je pense. Donc les choses sont toujours en cours. On entend parler de l'attaque quand elle arrive et qu'il y a un grand nombre de morts, mais ce n'est pas pour autant que pendant ce temps, il n'y a pas d'autres attentats qui sont déjoués. C'est le cas en tout cas dans tous les pays européens et en Russie c'est la même chose. Une dernière question sur le choix du lieu, des personnes visées. On est dans une salle de concert. Bien évidemment, en France, on pense tout de suite au Bataclan. C'est aussi un choix très précis de viser la vie culturelle et une salle de musique? C'est un choix facile. C'est ce qu'on appelle une cible molle en termes techniques, parce que c'est des cibles qui ne sont pas protégées. Donc c'est pas une caserne, c'est pas un lieu régalien, c'est pas un ministère, c'est pas un poste de police. Donc ils savent qu'ils vont attaquer, ils vont faire beaucoup de morts, et avant qu'il y ait réplique, avant que la police arrive, ils auraient déjà fait un carnage. C'est ce qui a été fait. Donc c'est des choix délibérés, évidemment, de par la facilité de la cible, le grand nombre de morts, et donc l'effet psychologique derrière qui est certain, et on y est. Alors que, par exemple, dans les autres attaques revendiquées que j'ai citées avant, c'était des attaques contre des postes de police ou autres, il y avait des morts, il y avait des blessés, mais on n'entendait pas parler. Parce que ça restait très restreint à la Russie même, et le nombre de morts ne faisait pas que ça arrive au niveau international. Merci beaucoup Wassim Nasr pour cet éclairage.